Sous couvert de lutte contre le terrorisme et d'aide humanitaire, les États-Unis sont aujourd'hui présents partout en Afrique. Officiellement mobilisés pour le maintien de la paix, les Américains défendent surtout leurs intérêts économiques face à une concurrence chinoise de plus en plus importante sur le continent. Dans ce nouveau numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba reviendra sur l'histoire et le rôle réel du principal outil de domination américaine en Afrique, AFRICOM. Kémy Séba, bonjour. Bonjour mon cher frère. On entend souvent parler de l'AFRICOM sur le continent africain. De quoi s'agit-il? Alors, beaucoup de choses à dire lorsqu'on parle de Genèse, mon très cher frère. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Mais en effet, il est nécessaire de contextualiser dans le temps, dans l'espace, les racines qui ont poussé justement à créer cet arbre-là, qu'est l'AFRICOM, pour que l'on puisse comprendre les mauvais fruits qu'il donne malheureusement aujourd'hui sur le continent africain. Lorsqu'on parle de l'AFRICOM, comme vous l'avez dit, le commandement américain sur le continent africain, il faut savoir qu'avant la date de 2008, ce commandement-là n'existait pas. C'est un commandement unifié. Mais auparavant, il était tricéphale. Il y avait ce qu'on appelle l'US-ECOM, le commandement américain européen. Il y avait l'US-CENTCOM, le commandement américain central. Et il y avait l'US-PACOM, le commandement américain pacifique. Et donc quand on dit Pacifique, il était tout sauf Pacifique, mais donc installé dans les zones du Pacifique, et c'était le commandement le plus puissant des trois. Avant justement cette période-là, il faut revenir justement au début des années 80, les stratèges américains, ils estimaient nécessaire que les nations européennes puissent plus que jamais installer leur base militaire sur le continent africain, beaucoup plus que des bases américaines devraient le faire sur ce continent africain. Pourquoi tant de confiance? Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la guerre froide. Et dans cette guerre froide, il y avait l'opposition entre deux blocs. Il y avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Le bloc de l'Ouest, la nation américaine était alliée à bon nombre de nations dites européennes. Et en face, il y avait ce qu'on appelait le péril communiste à l'époque, qui par la suite s'est effondré par le biais du mur de Berlin en 1989. Et lorsqu'il y avait donc cette alliance entre différentes nations occidentales et les États-Unis, entre différentes nations européennes et les États-Unis, ils considéraient que le mieux pour eux était que des nations qu'ils avaient déjà quasiment sous leur tutelle, parce que c'était comme ça que ça s'est passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certaines nations étaient sous l'épaule des États-Unis et donc il n'y avait pas de nécessité pour les Américains de gérer directement les choses alors qu'ils pouvaient avoir des armées, entre guillemets, de main qui pouvaient faire le travail à leur place. Mais lorsque le mur de Berlin s'est effondré et que le péril communiste s'est amoindri, il y a eu une toute autre grille de lecture géopolitique qui s'est installée. Il faut qu'on soit très clair dessus. Et ceux qui étaient considérés comme des anciens partenaires auparavant sont devenus des concurrents, notamment la France. Et c'est dans ce cadre-là que les Américains ont commencé au milieu des années 90, d'accord, par le biais notamment d'un think tank israélien américain, IASPS, donc l'Institut pour l'avancement des études stratégiques et politiques, d'accord. Et ça aura une très grosse importance. C'est pas un hasard que ce soit un institut israélien qui justement soit dans cette démarche de promouvoir la nécessité d'un commandement américain unifié. On reviendra justement sur ce terrain-là à la notion de ce que Malcolm X appelait le dollarisme sioniste, où il estimait que généralement, lorsque le pouvoir américain agit quelque part, il agit toujours sous proxy pour une autre force antérieure qui est généralement liée au lobby israélien. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là que les choses se sont passées. 2007, je termine juste par là, 2007 pour ce qui est de la genèse, 2007, donc l'administration Bush estime qu'il est nécessaire, donc inspiré fortement par l'IASPS, l'Institut pour l'avancement des stratégies politiques et des études politiques et stratégiques, il lance donc ce processus pour le commandement américain unifié pour le continent africain. Et 2008, il rentre en vigueur. Bush n'est plus là, Obama est élu, mais ça n'empêche pas que les choses rentrent dans cette démarche-là. Kémy Séba, quel est le rôle précis de l'AFRICOM en Afrique? Alors, dans la lettre, dans la forme, le rôle précis de l'AFRICOM, c'est de gérer un certain nombre de zones d'action où il peut y avoir un certain nombre de troubles qui sont censés réguler, d'accord. Ils sont censés lutter officiellement contre le terrorisme, officiellement, on le précise toujours. C'est le cas. Je vais y revenir. Donc, ils sont censés officiellement lutter contre le terrorisme, ils sont censés pacifier des zones de troubles, l'extrême trouble sur le continent africain, des zones où il peut y avoir des tensions interethniques, c'est le terme qui est à la mode aujourd'hui dans les masses médias occidentaux, et ils sont censés être donc une base militaire visant à réguler des nations ou des régions qui connaissent d'extrêmes troubles. Officiellement, c'est ça. De l'autre côté, il y a évidemment, et c'est en réalité le véritable argument, l'AFRICOM a pour rôle de gérer, de pouvoir opérer une mainmise sur un certain nombre de zones dites pétrolifères ou riches en termes de ressources minières ou ressources naturelles. Et le but, c'est justement de pouvoir amoindrir leur dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de nations
qui sont remplis, noyés de pétrole, notamment au Moyen-Orient, notamment en Amérique du Sud. Et donc ils savent que notamment autour du golfe de Guinée ou dans différentes régions du continent africain, il y a ces ressources naturelles à des prix qui dépassent tout entendement en termes de bas coût de manière générale. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque nation structurellement dans ce monde n'est puissante qu'à partir du moment où elle a un taux de développement sur le terrain industriel présent. Plus la nation est industrialisée, plus la puissance et le PIB. Et les besoins aussi là. Et pour qu'il y ait une puissance industrielle réelle, il faut quoi? Généralement, les deux aspects, les deux facteurs d'une puissance industrielle, c'est de un, la capacité à avoir des ressources minières importantes et des ressources pétrolifères importantes aussi. Quand ces deux aspects sont réunis, la puissance industrielle généralement est présente. Et ces deux aspects-là sont présents à bas coût sur le continent africain, raison pour laquelle ceux qui étaient censés être les anciens amis de la France sur le continent africain, en l'occurrence les États-Unis, ont décidé de la jouer cette fois-ci personnelle, d'accord, et d'établir leur commandement pour pouvoir avancer. Mais on peut considérer que la présence de l'Africom en Afrique est justifiée, d'autant plus que l'Union africaine n'a pas une vraie armée d'interposition. Mais le gros problème, alors on peut toujours blâmer ad vitam l'Union africaine, je fais partie de ceux qui généralement ne ratent pas cette institution, parce qu'à l'heure actuelle c'est une coquille malheureusement vide et inefficiente, c'est quelque chose qu'on se doit de reconnaître, mais il ne faut pas oublier une chose, malheureusement le financement structurel de l'Union africaine est un financement majoritairement exogène. Progressivement c'est en train, il y a une démarche prospective qui donc vise à ce que ça change dans les années à venir, mais pour l'instant majoritairement c'est le cas, et parce que c'est le cas, ceux qui vous financent sont ceux qui vous dictent quelque part d'une manière directe ou plus ou moins directe votre politique. Cela ne signifie pas, et je tiens vraiment à préciser cela, parce que ça aura toujours une importance dans la compréhension globale des enjeux, que parce que l'Union africaine n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être ou elle souhaiterait l'être, d'autres, j'ai envie de dire, organismes complètement exogènes puissent venir s'installer ou du moins établir leur base militaire de manière spectaculaire sur le continent africain. Il y a notamment Djibouti où il y a une forte présence des bases militaires et donc présence de l'Africom sur ce terrain. Corne de l'Afrique, bien entendu. Voilà, à Corne de l'Afrique. Alors officiellement c'est pour lutter contre le terrorisme, mais souvent on revient toujours à cette anecdote que j'aime raconter, l'anecdote du mafieux qui donc engage un casseur pour casser une boutique. Quand le propriétaire de la boutique ne veut pas engager de garde du corps, eh bien le mafieux engage un casseur pour casser la boutique et par la suite quand la boutique est cassée, le mafieux revient et dit au propriétaire de la boutique tu as besoin d'un garde du corps. Le garde du corps c'est l'Africom, d'accord? Et le casseur qui vient casser la boutique ça peut être un pays, le casseur ce sont les terroristes qui bien souvent sont cooptés ou se retrouvent avec les mêmes armes, d'accord, que ceux qui sont employés par le mafieux, en l'occurrence l'oligarchie américaine de manière générale. Donc il y a aussi un positionnement à avoir sur ce terrain-là, une compréhension à avoir de ces enjeux-là pour qu'on puisse savoir exactement où est-ce qu'on va. Kémy Séba, il y a une grosse progression de l'armée américaine en Afrique. Comment n'arrive-t-il pas à mettre la main sur Boko Haram et bien entendu Joseph Kony? Alors la réponse est dans la question, dans ma réponse précédente, j'ai envie de vous dire, mon très cher frère, au sens que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien souvent il y a un certain nombre de terroristes qui servent beaucoup plus les intérêts de ceux qui sont censés les combattre que le contraire. Des gens comme Joseph Kony, donc, qui est le responsable d'une milice fondamentaliste, entre guillemets prétendument extrémiste chrétienne, on ne l'a jamais retrouvé, c'est toujours étrange, ces personnages-là qui ne sont jamais retrouvés avec tous les drones que les Américains ont, avec toutes les capacités qu'ils ont pour retrouver n'importe quel ennemi qui peut nuire véritablement à leurs intérêts. C'est quand même étrange que quelqu'un comme Joseph Kony, qui n'a pas les moyens illimités que certains des ennemis que les Américains ont eus et qui ont été attrapés très rapidement, c'est étrange qu'un Joseph Kony ne puisse pas être trouvé. Joseph Kony, il agissait du côté de l'Ouganda, dans cette zone-là, pas seulement, il agit aussi, la RDC, bien entendu. Exactement, dans bon nombre d'endroits. La RDC, de manière générale. la RCA également. Exactement, en Afrique centrale, il était extrêmement présent, d'accord, et donc, comme par hasard, il était présent à des endroits où les gisements en termes de ressources naturelles et ressources minières étaient extrêmement importants et cela pouvait permettre justement d'approvisionner les Américains, d'où l'installation d'un certain nombre de troupes militaires, de bases militaires à ces endroits-là, afin qu'ils puissent exploiter
et donc la richesse présente dans ce sous-sol-là. Boko Haram, c'est la même logique, avec Aboubacar Sheko, le entre guillemets burlesque, excusez-moi, mais je pense qu'on peut au moins dire ça, leader de Boko Haram, qui n'a toujours pas été attrapé jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que Boko Haram au départ était une petite milice sans intensité, sans densité, et beaucoup plus dans la vacuité du côté du Nigeria. Et du jour au lendemain, la même Boko Haram qui était censée être une petite milice sans efficacité devient un groupe fondamentaliste extrémiste qui est capable de s'étendre à tel ou tel endroit, que ce soit au Nigeria, donc en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, au Tchad ou au Cameroun. Ils réussissent à s'étendre de manière spectaculaire et toujours à des endroits, il faut le préciser, où les matières premières et les ressources naturelles sont plus que jamais présentes. Donc tout cela revient à l'exemple qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on parle comment dirais-je, du mafieux qui engage des casseurs pour casser des boutiques et qui par la suite légitime la présence du mafieux comme garde du corps du propriétaire de la boutique. On est exactement dans ce cas d'espèce-là. C'est quelque chose que l'on se doit de préciser. Et ça va de pair avec ce que je disais au départ quand je parlais du think tank américain lié à SPS, l'Institut pour l'avancement des études politiques et stratégiques, qui était dans cette dynamique de promouvoir clairement la notion de ce que Malcolm X appelait le dollarisme sioniste, c'est-à-dire agir, laisser les forces américaines avancer sous proxy pour en réalité permettre d'approvisionner évidemment l'Amérique, mais aussi l'oligarchie américano-sioniste qui est plus que jamais l'un des plus grands soutiens, des plus puissants soutiens de l'entité israélienne. Alors, Kémy Seba, les voix s'élèvent en Afrique pour dire que la présence de l'Africom est une menace pour l'intégrité territoriale de l'Afrique. Que pensez-vous? De facto, cher Roger, toute présence militaire, toute action de base militaire étrangère sur un continent qui est censé être souverain, en tout cas une juxtaposition de nations censées être souveraines, évidemment que la présence militaire ne peut être vue que comme un danger, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de réciprocité, ils viennent installer des commandements américains chez nous, il n'y a pas des commandements béninois, burkinabés, nigérians chez eux. Donc le jour où il y aura cette réciprocité, on pourra parler de monde justement unifié, multipolaire pour l'instant, et évidemment ces bases militaires viennent pour prendre nos matières premières, pour gérer nos matières premières, avec comme motif ce que le monde diplomatique appelait l'impérialisme de la vertu. C'est un petit peu ça la démarche. Ils viennent dire qu'ils sont là pour protéger, pour pacifier les zones, alors qu'en réalité ils sont là pour se servir à l'intérieur de ces zones-là. Et j'en profite pour reprendre le même raisonnement pour le système Barkhane, d'accord, qui est l'équivalent de ce qu'est Africom aujourd'hui, sauf que c'est pour les Français. Ils ont des intérêts antagonistes. Les uns défendent la France, les autres les États-Unis. Mais la réalité est la suivante, c'est qu'ils occupent eux aussi le terrain africain, officiellement pour pacifier des zones de conflit, officieusement pour prendre et contrôler nos matières premières. Merci Kémy Seba. C'est moi qui vous remercie, mon cher. On se retrouve pour le prochain numéro d'Afro Pertinent. Allez, à bientôt. Merci.